We see, Win, la philosophie politique comme moyen à l'exercice de notre autodétermination. La conférence dure à peu près 30 minutes. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Vous pouvez poser vos questions dans le chat. Après les 30 minutes, on va prendre des questions aussi en direct. Donc, vous pouvez lever la main bleue pour attirer mon attention et puis je vais diriger le trafic, là, comme on dit en bon français. Donc, voilà. Donc, je vous passe la parole. Monsieur Flamand. Merci. Merci, Charles Albert. Je vous souhaite bienvenue pour cette courte présentation que je vais faire sur mon projet de mémoire de maîtrise. J'ai entamé ce projet de recherche environ 2 ans, un an et demi. Donc, je vais partager mon écran pour vous montrer mon support de recherche, comment on appelle ça déjà, mon PowerPoint. Donc, je fais une recherche de maîtrise sur la philosophie politique atikamekw. C'est en prônant, en mettant en valeur les concepts Adikmek-Nourizo, les concepts dans notre langue atikamekw, sur la conception de nos valeurs, de nos modes de pensée, de la manière qu'on conçoit nos communautés, nos relations au territoire. Donc, le titre de mon projet, c'est le titre de cette présentation. Un instant, je vais juste aller. OK. Nehru Isiwin, la philosophie politique comme moyen à l'exercice de notre autodétermination. Pour moi, le Nehru Isiwin, c'est comment être en harmonie dans son environnement, dans ses relations avec le monde spirituel, le monde physique, le monde environnement. Je crois aussi que c'est la base qu'il faut pour pouvoir exercer notre autodétermination, pour que notre philosophie politique ait un fondement fort pour qu'on puisse mieux définir notre identité culturelle, notre identité politique, notre identité sociale en tant que peuple autochtone. Et dans le contexte de ma recherche, c'est au sein de la nation Adikmek-Nourizo. Donc, je suis en train de faire mon terrain de recherche sur le Nidaskinan en faisant une étude sur l'histoire politique atikamekw contemporaine, c'est-à-dire depuis 1973-79, en lien avec les politiques qui ont été mises en place sur la négociation globale et comment les Atikamekw, eux autres, voyaient l'autodétermination, la prise en charge de l'administration visée sur l'autodétermination, l'autonomie gouvernementale. Les Atikamekw sont en négociation globale depuis 1979. Ils ont mis en place des mécanismes, des recherches pour pouvoir déposer une requête auprès des gouvernements sur les négociations globales. Dans ce temps-là, dans les années 80, au début des années 80, ils ont rencontré des aînés pour pouvoir faire des recherches sur les délimitations territoriales et surtout l'utilisation des territoires. Puis comment cette recherche-là a été faite, c'est vraiment dans les dialogues, dans les rencontres avec les aînés.
Comme vous le savez aussi, en 2014, il y a eu la déclaration de souveraineté. Entre 1979 et 2014, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, notamment sur l'élaboration d'un projet de constitution atikamekw, sur un protocole d'entente politique entre les trois communautés atikamekw et le Conseil de la Nation atikamekw pour pouvoir mettre en place une instance politique. C'est là qu'on voit la mise en place du poste de grand chef au sein de la Nation atikamekw, qui a été le protocole d'entente qui a été adopté par référendum entre les trois communautés et ceux qui vivent en milieu urbain. Je parle ici des Atikamekw. Puis, j'ai mis une image du staff de la canne du grand chef parce que c'est important pour moi dans le contexte de cette recherche. Ça représente l'identité atikamekw, l'importance qu'on a avec le territoire, les liens qu'on a avec les esprits des animaux, comment on appelle ça déjà, de l'objet aussi en tant que tel. C'est de cette manière-là qu'on peut dire qu'on fait une réappropriation identitaire, une réappropriation culturelle, ou bien la décolonisation. Donc, j'ai ressorti des concepts, des théories qui tournaient autour de la résurgence autochtone, de la décolonisation. C'est des approches théoriques qui ont été réfléchies, élaborées par des auteurs autochtones en lien avec l'autodétermination, la décolonisation, puis comment nous, en tant que peuple autochtone, on doit se reconnaître en tant que nation, en tant que société, en tant que peuple structuré au niveau politique, puis au niveau de notre gouvernance. Donc, il y a Taya Yaki Alfred, un des politologues qui est connu de tous, et il y a Liane Betasamusake Simpson, une Anishinaabe de l'Ontario. Glenn Shin Coulthard, qui est un Danendé de territoire du Nord-Ouest, Suzy Basile, qui réfléchit aussi sur la gouvernance atikamekw et sur l'importance des femmes autochtones, des femmes atikamekw dans la gouvernance. C'est John Burroughs qui réfléchit beaucoup sur la tradition juridique autochtone, comment ces concepts-là sur la résurgence autochtone, sur la décolonisation, peut être utilisé, peut être mise en valeur dans nos structures politiques actuelles en tant que conseil de bande. On sait tous que le conseil de bande, ça a été une instance qui a été imposée sous la loi sur les Indiens, et comment on peut décoloniser ça, comment on peut revoir ces structures-là. D'abord au niveau des communautés, mais aussi au niveau de la nation atikamekw, au niveau des organisations autochtones en tant que telles. J'ai fait des recherches aussi avec les collaborateurs, des proches collaborateurs des Autochtones, des Atikamekw, surtout dans ce cas comme Sylvie Poirier, qui est anthropologue, Laurent Jérôme, Benoît Etier, qui sont anthropologues tous les trois. Il y a Nicolas Haute qui a travaillé aussi qui a travaillé sur la reconnaissance des instances traditionnelles comme les conseils du territoire, les chefs de territoire, un peu dans le même sens que les chefs de clan les chefs héréditaires qu'on a entendu parler au courant de l'hiver 2020 avec les Wet'suwet'en, puis les revendications sur leur territoire contre l'installation des pipelines. Donc, pour revenir un peu sur Taya Yaki Alfred, c'est vraiment l'importance de restaurer, de comprendre, de préserver ces valeurs.
non seulement parce qu'elle représente une contribution unique à l'histoire de la pensée, mais parce que le renouvellement de notre respect envers les valeurs traditionnelles est la solution durable. Comme je disais tantôt, c'est important qu'on ait, comment je pourrais dire ça, qu'on ait une place ancrée entre, entre l'être humain, en tant qu'Adikmak-Nourrijo, en tant que peuple autochtone, et sa philosophie politique, c'est-à-dire le lien au territoire, le lien au savoir, comment sont véhiculés. Puis Liane Simpson aussi parle de Biska Beyond, ça veut dire comment on doit retourner à nos valeurs, comment on doit se réengager à notre identité en tant que peuple autochtone, comment on doit se décoloniser, comment on doit se redéfinir en tant que nation, en tant que Adikmek-Nourrijo, en tant qu'Anishinaabe. Puis il faut que ces manières, ces réflexions-là soient groundées, soient ancrées à notre identité, ancrées à nos valeurs, ancrées à notre relation au territoire. C'est de cette manière-là que je crois, puis c'est ce que beaucoup de mes collaborateurs, de mes participants réfléchissent aussi, que c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir avoir notre propre autodétermination. Mais pour cela, il faut réfléchir, il faut revoir notre propre conception de la philosophie politique Atikamekw, puis aussi les philosophies politiques des peuples autochtones. Donc, ici, je parle de Nauruizio qui est un être qui est en harmonie avec son environnement, avec la nature, les esprits qui sont autour, puis c'est aussi un équilibre qui entoure. Donc, j'ai repris un peu le même terme, mais sur le plan de la responsabilité, sur la souveraineté puis l'autonomie de l'individu. Donc, on appelle ça le Neurozo Odebertamatzuen. C'est comment un Neurozo, un autochtone, voit sa responsabilité, sa souveraineté dans son environnement. Comment il est en lien avec les autres êtres vivants dans son territoire, comment il doit agir en tant qu'individu. C'est un peu dans cet esprit-là que je voyais comment définir le Neurozo Debertamatzuen. Il y a aussi le Neurozo Debertamuen, c'est sa responsabilité, l'autorité, le pouvoir. Par exemple, c'est pas propriété privée. C'est un concept qui est absent dans la langue atikamekw puis dans la conception atikamekw sur le territoire. Donc, le fait de revoir le concept de Odibertamwen, c'est comme une manière de revoir comment on voit nos droits dans le territoire, nos droits avec les autres relations qu'on a avec les animaux, avec la végétation, avec les autres êtres humains qui vivent avec nous. C'est une forme de résistance basée sur l'affirmation des philosophies autochtones, comme le dit Benoît Etier, qui est aussi mon directeur de recherche de maîtrise. C'est comment on doit mettre en valeur ces concepts-là. C'est de même qu'on va pouvoir développer notre autonomie, notre autodétermination.
on entend toujours des moyens, des stratégies que les gouvernements proposent sur ces différents concepts-là, comme l'autodétermination, l'autonomie gouvernementale. Les autres, c'est comme une manière de structurer comment ils verraient notre propre gouvernement si jamais on développe notre gouvernement. Dans le fond, c'est ça qu'on revendique en tant qu'Autochtones, qu'on puisse nous-mêmes gérer notre territoire, qu'on puisse nous-mêmes développer notre manière de gérer, de gouverner, de travailler avec nos peuples, avec les peuples autochtones et avec le territoire. Donc, l'objectif de ma recherche, l'objectif principal de ma recherche, c'est de documenter, d'analyser, de mettre en valeur des conceptions philosophiques et politiques Adikmek-Nouruzuk dans un contexte d'autodétermination autochtone. Puis, dans les objectifs spécifiques, c'est documenter et analyser les démarches d'autodétermination d'Adikmek-Nouruzuk depuis la mise en place de la politique sur les revendications territoriales globales en 1973 ici. Puis documenter, mettre en valeur et analyser l'apport philosophique, politique et spirituel des concepts Nouruzuk et de Notsimik Karmwewin, le savoir de Notsimik, le territoire d'appartenance, dans les démarches d'Adikmek Nouruzuk. Donc, c'est ça que je disais, il faut revenir sur nos valeurs pour qu'on puisse avoir un fondement fort pour mieux défendre l'institution qu'on veut mettre en place. Comment on peut travailler avec sur le fait de monter un gouvernement autochtone autonome. Dans le fond, le projet de recherche que je suis en train de mener va servir à réfléchir comment des conceptions, comment la philosophie politique atikamekw va pouvoir interpréter nos relations avec les deux gouvernements, puis au niveau entre nous aussi, entre le peuple autochtone, ceux qui vivent autour de nous, et dans la nation même. Donc, au niveau de la méthodologie, c'est important de dire que j'utilise une approche décoloniale, c'est-à-dire que je mets un peu à l'encontre de la manière que les non-autochtones ont fait les recherches auparavant, parce qu'on sait tous que bien des années avant nous, la recherche était genre les non-autochtones allaient faire des recherches dans les communautés, puis après ça, on n'entendait plus parler. Mais moi, ce que j'ai développé comme méthodologie, c'est selon l'approche de Smith, de Wilson, comment eux autres ils ont développé, ils ont réfléchi, comment travailler avec les communautés autochtones dans le développement des savoirs, dans le développement des connaissances. C'est plus une recherche de collaboration, une recherche d'égal à égal. Des savoirs qu'on est en train de mettre en valeur, il faut le faire ensemble. Il ne faut pas qu'il y ait une relation asymétrique, que je pourrais dire. Donc, même au niveau de l'interprétation des données, il faut avoir la même compréhension entre moi en tant que chercheur et mes intervenants, mes participants dans la recherche. Donc, je suis en train de voir aussi sur l'importance de la tradition orale. Chez les Autochtones, chez les Atikamekw, c'est souvent par la transmission des savoirs se passe de manière orale. Donc, par les histoires, les légendes, les mythes.
c'est très important de documenter ces informations-là, les mythes, les légendes, pour qu'on puisse prendre en compte, prendre ces savoirs-là, comment la politique Atikamekw a été structurée auparavant, avant la loi sur les Indiens, avant la mise en réserve, tout ça. Mais aussi comment la politique a évolué depuis la loi sur les Indiens, depuis les revendications globales aussi. Comment on peut mettre en valeur ces savoirs-là, ces manières de raconter l'histoire aussi. Puis ça va être plus une analyse qualitative que je fais sur les thèmes, sur le concept les concepts reliés à la souveraineté Atikomek-Réseau. Donc, j'ai négocié, je suis en train de négocier un protocole d'entente de partenariat de recherche avec le Conseil de la Nation Atikamekw. Ça, c'est plus pour faciliter des rencontres avec les deux autres communautés, soit Wemotaci et Obidjouan, comment je peux utiliser les savoirs que des détenteurs, soit des aînés, des autres élus, des anciens leaders politiques, des anciens leaders spirituels, des chefs de territoire même, pour qu'on puisse aller chercher plus d'informations pour, comme l'objectif de ma recherche d'ici, de mettre en valeur. Mais avec ce qui se passe présentement, la pandémie, c'est assez complexe de faire du terrain de recherche dans les communautés, mais présentement, je suis dans ma communauté, donc c'est assez facile de rencontrer les gens ici, mais dans les autres communautés, je vais voir d'ici l'évolution de la pandémie. Sinon, il y a d'autres moyens comme Zoom, autre chose. Donc, le projet va pouvoir aider le Conseil de la Nation Atikamekw, mais aussi les trois autres communautés Atikamekw et bien sûr les autres communautés des Premières Nations, comment la philosophie politique est importante dans le développement de l'autodétermination, comment on doit se reconnaître en tant que peuple, comment on doit s'affirmer, comment on doit utiliser un discours politique et philosophique des anciens pour pouvoir mieux nous orienter vers une vraie autodétermination, vers la reconnaissance on parle souvent d'une relation de nation à nation. C'est la base, je dirais que c'est la base de vouloir mieux définir c'est quoi la philosophie politique autochtone pour qu'on puisse mieux échanger, mieux nos défendre, mieux mettre en valeur nos relations, tant au niveau interne qu'au niveau des autres, des instances gouvernementaux. Donc, j'ai fini ma présentation. Je pensais que ça allait prendre plus de temps. Ben merci, CP Flamand, c'était bien intéressant. On comprend que tu en es encore à la démarche de l'organisation de la collecte de données et qu'on va peut-être se revoir l'année prochaine ou dans 2 ans quand les données auront été collectées Ouais, pour voir qu'est-ce que les gens ont dit finalement. ouais. J'ai déjà collecté quelques données, mais je ne peux pas le partager ici à cause que je n'ai pas encore officiellement signé le protocole d'entente de recherche avec le Conseil de la Nation Atikamekw. On C'est a pour se bien hâte. protéger. Ouais. On a bien hâte d'en savoir plus. Est-ce qu'il y a des questions? On a beaucoup de participants. Aujourd'hui, on a 44 participants. Est-ce qu'il y a des questions de gens dans le groupe? J'ai Nathan Moir. Allez-y, Monsieur Moir. Vous préférez que ce soit par écrit? Juste une petite question comme ça. Vous préférez que ce soit écrit ou bien écrit?
je veux dire, parler. Il faut pouvoir Ah, parler. posez-la votre question à l'oral. D'accord. À l'oral, les questions. Dans cette atmosphère de pandémie, est-ce que les manœuvres politiques, c'est encore plus compliqué? Je pose la question à Sibi. En tant que vice-chef ou bien en tant que chercheur? En tant que vice-chef? Ben, c'est pas évident de faire des rencontres politiques tant au niveau interne, au niveau de la nation Atikamekw, à cause certaines communautés n'ont pas les mêmes connexions Internet, puis c'est assez compliqué. Puis si on veut faire une rencontre présentielle, là encore, c'est compliqué à cause de la pandémie. On ne peut pas faire des rassemblements. Puis présentement, on fonctionne plus par échange de courriels. C'est ce qui complique bien nos relations politiques entre les communautés et même avec les gouvernements. Donc, avant de passer à une prochaine question, je vais juste inviter les gens à compléter un sondage que ma collègue Marilyn va faire apparaître à votre écran. Donc, c'est un simple sondage sur le déroulement des conférences. Et pendant que vous répondez à ce sondage-là, je crois qu'il y avait une main levée de Miguel Coucou. Coucou, Sibi. Quoi? Mesdames. J'ai manqué un bout de ta conférence, mais je sais que la plupart de tes présentations, tu parles de décoloniser l'institution politique des communautés. Mm-hmm. Puis, d'après toi, comment qu'on pourrait s'y prendre? Comme, mettons, la plupart, mais pas la plupart du monde qui se baigne dans les conseils ou dans les institutions politiques, n'ont pas vraiment lu d'ouvrages qui mentionnent la décolonisation ou qui mentionnent, mettons, les conséquences sur les politiques coloniales dans dans les institutions traditionnelles des Autochtones. Et d'après toi, comment on pourrait s'y prendre pour essayer de faire changement? Je ne sais pas si tu as abordé dans ta présentation. Mais... Oui. C'est moi-même, je suis un élu dans un conseil de bande, puis je suis en conflit même des valeurs d'une institution coloniale de même. Donc, moi, je suis un chercheur, j'étudie en sciences politiques, puis j'ai lu beaucoup d'auteurs autochtones qui parlent de la résurgence autochtone, sur la décolonisation, sur la mise en valeur des traditions juridiques autochtones. Donc, c'est vrai qu'il faut amener les autres élus à apprendre ces concepts-là, à s'instruire, à s'éduquer. Oui, on n'a pas beaucoup de temps, mais ce que ça pourrait être fait, c'est soit dans les présentations comme ici, dans les conférences, ou bien leur donner ces grands concepts-là, leur faciliter l'accès. Parce que je sais qu'eux-mêmes, ils veulent se décoloniser, mais comment? Il y a beaucoup de réflexions à faire encore là-dessus. Anyways. J'aurais une autre question. D'après toi, tu crois-tu à, mettons, un genre d'hybride, une institution hybride qui mélangeait mettons, les lois canadiennes puis les lois atikamekw, je dirais. Tu crois-tu à un genre d'institution hybride qui pourrait se développer pour, mettons, pour essayer de décoloniser On parle de pluralisme juridique ici.
d'abord, il faut reconnaître nos droits ancestraux, nos droits autochtones. C'est de même que les gouvernements, soit le Québec puis le Canada, vont pouvoir mieux travailler avec les communautés autochtones. Puis c'est de cette manière aussi que nos jeunes autochtones, étudiants, leaders, on doit aussi faire valoir nos savoirs traditionnels, nos savoirs politiques, nos savoirs philosophiques pour qu'on puisse mieux se structurer en tant que nation, puis mieux adapter aussi nos institutions politiques. Moi, je ne dis pas qu'on doit s'adapter à leur institution, mais il faut que eux autres, c'est notre territoire ici, on vient d'ici, c'est la société en général qui doit reconnaître notre propre institution. Par exemple, les chefs héréditaires, les chefs de clan, chefs de territoire, les femmes aussi qui ont une importance dans nos sociétés. Il faut leur mettre une place. Il faut que c'est ça, décoloniser. On a une question de Ariane Brault. On a une main levée de Audrey Rousseau aussi. Je vais commencer par Ariane Brault qui a écrit sa question dans le chat. Comment traitez-vous les disparités et conflits entre les personnes d'une communauté lorsque l'objectif est de créer une vision commune ou une philosophie qui représente les membres d'une communauté? Et est-ce que je vais simplifier la deuxième partie, est-ce que la mobilisation des gens est facile? C'est vrai que il y a beaucoup de monde qui ont nos communautés ont beaucoup changé avec le temps, avec la mise en réserve, comment je pourrais dire ça, l'individualisme aussi qui est très présent dans nos communautés, c'est plus, même au niveau de l'économie, c'est en train de changer la manière de voir nos sociétés d'antan puis nos sociétés d'aujourd'hui. Donc là, il faut encore faire de la réconciliation entre nous-mêmes, la décolonisation de notre conscience. Puis c'est vrai que c'est un enjeu qu'on rencontre. Un peu, je ne sais pas si vous savez un peu l'histoire, à Kahnawake, il y a le conseil traditionnel et le conseil de Bantal qui est institué sous la loi sur les Indiens. Il y a un clash là, puis c'est un peu ce qu'on voit aussi dans les communautés. Il y a des traditionalistes et comment je pourrais dire ça, des gens qui sont devenus individualistes. Puis je pense que pour ramener ces gens-là à une philosophie commune, à une réflexion commune, il faut beaucoup d'éducation. Donc, on connaît tous des gens qui utilisent des mimes. Ça, c'est intéressant. Ça pourrait être même utile comment aller chercher les gens à se décoloniser. C'est une des solutions. Donc, je passe le micro à Audrey Rousseau, si vous avez une question. Oui, Koué, bonjour tout le monde. Koué, Sibi, bonjour. Super présentation, c'est très prometteur, c'est riche. Miigwech, c'est une grande entreprise. Et puis moi, je suis vraiment passionnée de l'arrimage du plan théorique aussi, de ton cadre théorique sur la gouvernance, la résurgence autochtone. Je me demandais si, parce qu'on est toujours en train de déplacer des morceaux dans un mémoire, quand on est en train de mener cette longue entreprise, au niveau de la nation Atikamekw, est-ce qu'il y a des fois, il y a des difficultés que tu as rencontrées dans l'arrimage d'un ancrage, on peut dire, plus théorique, un peu plus abstrait, emprunté, par exemple, produits d'intellectuels des Premières Nations, mais des fois, il y a bien sûr des traditions qui sont différentes, bien qu'elles soient peut-être communes aussi ou similaires. Donc, est-ce que tu as rencontré jusqu'à présent des difficultés d'adaptation ou d'emprunt de ces cadres-là? Des fois,
j'aimerais ça t'entendre peut-être si tu avais quelque chose à nous partager là-dessus. Merci, Miigwech. Oui, c'est une très bonne question que je peux répondre ici. Ben, lors de la mise en place du Conseil de la Nation atikamekw, il y a eu beaucoup d'Allochtones qui ont travaillé dans, un instant, dans la structure, dans la mise en place d'une structure qui est une corporation aujourd'hui, soit le Conseil de la Nation atikamekw, puis même les conseils de bande. Il y a une influence politique, une influence philosophique qui a beaucoup changé nos structures, soit libéralistes, soit capitalistes, des fois. Ça a venu changer les manières de travailler, les manières de voir notre autodétermination. Puis je crois que il faut mettre en valeur nos savoirs politiques. Il faut que les aînés soient beaucoup plus présents dans nos institutions. Les jeunes sont de plus en plus éduqués au niveau du postsecondaire, puis ils veulent apporter des changements. Ils veulent que ça soit décolonisé, que leurs paroles, leur vision soit reconnue, soit mise en pratique dans les relations gouvernementales atikamekw aussi. Merci pour la réponse. On a encore des questions, c'est fantastique. Daphné Sarah Fairfax et ensuite Nathan Moir. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. J'aurais une question, j'espère qu'elle ne sera pas maladroite. Mais en fait, je me demande, c'est ça, comment amorcer un petit peu ou par où est-ce qu'on devrait prendre ça, le début de ce processus justement de décolonisation? Parce que j'ai l'impression que ça prend, c'est ça, un espace d'échange, que ça prend des collaborations, puis un travail ensemble entre les communautés autochtones puis les allochtones. Sauf que j'ai l'impression que ce travail est difficile parce que de ce que moi j'observe en tant qu'allochtone, du côté autochtone, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des réticences des fois à ces dialogues qui sont complètement légitimes avec, je veux dire, toute l'histoire des communautés autochtones. Et en même temps, du côté allochtone, ben c'est ça, même s'il y a des personnes qui sont sensibles et qui essaient d'avoir la bonne approche et tout ça, c'est pas toujours évident. Ça prend aussi de s'éduquer du côté allochtone, comme ça prend une certaine éducation sur certains sujets du côté autochtone, comme notamment au niveau politique et tout ça. Donc, j'ai l'impression que des fois, c'est ça, les deux côtés, autant autochtone que allochtone, c'est difficile d'arriver à se rejoindre d'une manière qui ne soit pas heurtante pour personne. Fait que j'ai l'impression que des fois, ça rend ça difficile de pouvoir ouvrir les échanges, les dialogues, puis de pouvoir vraiment collaborer ensemble. Puis j'ai l'impression que c'est la base, en fait, du processus de décolonisation. Donc, je me demande ce que vous en pensez, comment est-ce qu'on pourrait créer, dans le fond, ce terrain-là pour que les communautés autochtones puissent prendre leur espace? Ben, l'objectif de ma recherche, c'est d'abord mettre en valeur la philosophie autochtone, la philosophie politique autochtone au sein même des consciences autochtones. Puis ensuite, avec un fondement fort de même, là, on peut mieux faciliter nos échanges, nos dialogues avec la société en général. D'accord, parfait. Oui, merci beaucoup. Donc, Nathan Moir, si vous avez encore une question. Oui, bonjour déjà. Ma question, c'est plus tantôt vous avez dit tu sais, une approche ah non, je passe en tour, j'ai oublié mes mots. Peut-être, Sipi, vous pourriez vous rappeler de ces mots-là. Oui, la décolonisation, de la résurgence, la mise en valeur.
Ah oui, 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 voilà, la décolonisation. Tu sais, vous parliez tantôt d'une approche, d'une approche diplomatique, là. Tu sais, souvent, on va souvent en cours pour faire valoir nos revendications, là. OK? Moi, je pense que, enfin, je partage mon avis, OK? Je partage mes pensées. Je pense que la décolonisation, ça commence quand, quand le dialogue est égal à égal. Parce que quand c'est nous qu'on va aller voir, je sais pas, je vais mettre en guillemets les colonisateurs, on dirait qu'ils ont comme une autorité sur nous, ils ont comme un pied au-dessus, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Mhm. et que la décolonisation commence quand on est égal à égal, tu sais, quand on parle, euh, quand on parle de nation à un autre, surtout quand, surtout parce que, tu sais, on n'est pas du même calibre que le fédéral ou le provincial, là, mais je pense que, voilà, je pense que c'est surtout sur là que la décolonisation devrait se jouer, là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mhm. Oui, je comprends. Effectivement, si on parle de décolonisation, il faut d'abord qu'on se ressente sur nous-mêmes en tant qu'Autochtones, en tant que nation autochtone, puis la relation qu'on a avec notre environnement, avec notre territoire, je vais parler de l'écologie dans le sens notre environnement, les animaux, la vie spirituelle aussi. Puis comment, comment nos ancêtres vivaient autrefois. Il faut se comprendre, il faut comprendre leur relation pour qu'on puisse nous-mêmes vivre cette relation-là, mais évidemment dans notre propre époque. Avec ça, on peut mieux partager, on peut mieux échanger, on peut mieux dialoguer avec la société dominante dans la société canadienne et la société québécoise. On sait que présentement, nous sommes dans une relation asymétrique avec les deux gouvernements. C'est pas évident à cause de notre histoire, à cause des politiques qui ont été mises en place, à cause des pensionnats, comment nos aînés ont été traités lorsqu'ils étaient enfants. Donc, il faut reconnaître cette histoire-là aussi, reconnaître comment on doit, je répète encore, se recentrer sur nous-mêmes. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le dialogue. C'est pas évident parce que c'est évident que la relation est asymétrique et puis il y a définitivement des pouvoirs qui sont très réels, une occupation du territoire qui est très réelle par les provinces et et par le fédéral. Mais donc, votre propos, c'est vraiment de s'approprier, pas de se réapproprier, mais de s'approprier cette tradition-là qui est dans la culture. Au niveau du langage, on a une question ici de Jean-Marie Van der Maren. J'espère que je n'ai pas trop massacré votre nom. Est-ce que la différence faite entre colonisateur, colon et colonisé, des redéfinitions, si on veut, qui ont été faites récemment par Alain Deneau. Alain Deneau, qui est un philosophe canadien, français, québécois, si on veut. Est-ce que ces divisions-là entre colonisateur, colon et colonisé, est-ce que ça, c'est utile dans la perspective de décolonisation? Pour être honnête, je n'ai pas lu son texte, puis je ne peux pas donner d'opinion là-dessus, mais moi, la conception sur la décolonisation que je parle, c'est il faut qu'on se base sur une relation d'égal à égal, une relation symétrique.
Ça fait pas longtemps là, que, en fait, Deneau, ça fait plusieurs années qu'il l'écrit, mais il s'est intéressé de plus près à la question de la colonisation plus récemment. Mais effectivement, il y a eu pas mal d'attention pour ces travaux-là. Moi-même, je ne les ai pas lus, je les ai pas lus encore, donc on a des devoirs à Ouais. faire. Je vais passer la parole à Julie de Pelletot qui a une question. Sibi. Alors, Je me demandais, tu sais, dans l'optique de décolonisation que tu proposes, puis aussi avec l'idée de pluralisme juridique, on sait que du côté Atikamekw, vous avez fait des efforts là, pour récupérer le système d'intervention d'autorité Atikamekw sur la protection de l'enfance. Puis il y a des projets similaires du côté de la violence familiale. Je me demandais si toi, tu percevais ça comme une bonne voie de la décolonisation, puis s'il y avait des projets dans d'autres domaines aussi. oui. Ben, le système d'intervention d'autorité Atikamekw, c'est un bon exemple de décolonisation. Comment on doit s'approprier, comment on doit prendre nos valeurs, notre propre mécanisme de protection à l'enfance, comment la famille élargie est impliquée pour la protection de l'enfant. C'est comme l'adage l'adage africain le dit, c'est la communauté qui s'occupe de l'enfant. Un peu dans ça, je paraphrase. Là. C'est un avancée politique, une avancée sociale que la nation Atikamekw a fait avec le système d'intervention d'autorité Atikamekw. Et même par rapport à la reconnaissance de l'adoption coutumière aussi, qui a été adoptée en 2017, c'est aussi une autre manière de décoloniser les institutions. Merci pour la question, Julie. Je passe la parole à Daphné Sarah Fairfax. Oui, merci beaucoup. Je voulais juste, dans le fond, c'était pas une question, mais ajouter une petite chose dans ce que vous disiez tout à l'heure que je trouvais vraiment intéressante par rapport au fait que il faut revenir, dans le fond, à vous-même, vous recentrer sur vous avant de pouvoir justement mettre en place cet échange égalitaire avec l'extérieur. Puis je voulais juste dire que je trouvais ça vraiment intéressant parce qu'en fait, je suis doctorante en psychologie, puis c'est exactement en fait, c'est le cours d'un processus thérapeutique que de se réhabiter puis reprendre possession de soi avant de pouvoir prendre place à l'extérieur. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant la façon dont vous l'aviez formulé, puis ça fait énormément de sens en fait avec l'objectif de la démarche, l'objectif final de la démarche. Merci pour le commentaire et je passe la parole à Miguel Coucou. C'était juste pour ajouter un petit commentaire par rapport à la question à M. Jean-Marie Van der Malen. La perspective de la colonisation est différente dans chaque groupe d'individus. Je ne sais pas si Alain Derieux, il parle selon la vision du colon ou colonisateur. Mais je sais qu'il y a des ouvrages qui parlent selon la vision du colonisé, notamment l'ouvrage de Glenn Coulthard puis l'ouvrage de Tayayaki Alfred. Moi, dans mon cas, j'ai plutôt lu ces genres d'ouvrages selon la vision des Autochtones. Puis, ils ont de la manière qu'ils disaient, ils disaient que faut tout le temps, à cause le fait qu'on est comme colonisé, il faut tout le temps qu'on dépend de la reconnaissance de l'autre. C'est ça aussi qu'il faut changer dans la mentalité des individus autochtones. Il faudrait peut-être qu'on arrête de dépendre de l'autre afin qu'il puisse nous reconnaître. Il faut se reconnaître nous-mêmes, il faut affirmer notre reconnaissance, notre autodétermination et ne plus attendre que l'autre agit. Ouais, je ne sais pas si vous comprenez ce que je voulais dire. L'autoreconnaissance, comme le dit Coulthard, il faut d'abord se reconnaître qui nous sommes, reconnaître
territoire, reconnaître notre philosophie, reconnaître notre manière de faire. C'est de même qu'on va pouvoir mieux avancer en tant que peuple, en tant que nation. C'est ce que je voulais dire. OK, donc il y a plusieurs personnes qui veulent poser des questions. Donc, merci, Miguel. J'ai Cédric qui attend depuis un petit bout de temps, Cédric Grillohou. Et puis, j'ai Sue et puis j'ai Karen qui veulent aussi poser une question. Donc, Cédric, je vous passe la parole. Merci Ouais, pour l'introduction. Question pour toi concernant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, puis son inclusion ou pas dans ton approche et dans les relations qui sont à venir avec les gouvernements. Faites un petit commentaire sur ça, si jamais t'en aurais. Merci. Peux-tu répéter? Je n'ai pas entendu. La Déclaration des Nations Unies sur le Oui. droit des peuples autochtones, Oui. comment que ça pourrait être un enjeu. Oui, c'est cette déclaration-là, c'est un fondement même de mon discours politique, dans mon discours de recherche que je suis en train de faire, parce que c'est un instrument international de comment les Autochtones doivent être impliqués dans les sociétés, dans les gouvernements, dans les États. Puis je pense que c'est dans cet esprit-là aussi qu'il faut qu'on se définisse en tant que nation, qu'il faut qu'on se définisse, il faut qu'on définisse notre philosophie politique avec ça, mais sans oublier la philosophie politique d'antan, comment nos aînés voyaient la société, les communautés, des groupes. Donc, c'est un document très important qui est utile dans nos revendications et dans la manière qu'on doit se défendre. Donc, Sue Volant-Fontaine, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Je vous laisse la parole. Donc, moi, j'entends souvent parler de décoloniser, de se réaffirmer en tant que nation, puis que ça part d'abord de la tête, c'est qu'on est, on est Innu, on est Atikamekw. Ben moi, je travaille beaucoup avec la relation du territoire avec ma grand-mère qui est Gloria Volant. Elle a travaillé beaucoup dans les revendications. Donc, j'ai quand même un gros bagage là-dessus. Puis justement, tu as parlé du conseil de bande aussi. Pour moi, c'est un enjeu assez borderline, je dirais, parce que, comme tu as dit, il y a des chicanes familiales, il y a des traditionnalistes qui sont contre ça. Comment les rentrer dans les institutions, c'est encore plus difficile. Le favoritisme aussi. Je ne sais pas si vous en vivez, mais chez nous, on en vit beaucoup. Des familles qui sont plus fortes que les autres. Puis, ça se joue politiquement aussi. Moi, j'aimerais retourner vraiment sur le concept du territoire qui était « c'est chez moi ». OK, c'est chez moi. Comment tu peux amener les gens à retourner dans leur relation avec le territoire, avec le conseil de bande, avec le côté de l'administration aussi. Tu sais, on parle beaucoup de comment se réaffirmer, mais on oublie beaucoup la source primaire, qu'on a de la difficulté à retourner en territoire, qu'on a de la difficulté. Même mes cours, moi, j'aimerais ça le faire en territoire. Moi, j'aimerais ça que ma santé se fasse là. J'aimerais avoir des centres de thérapie. Je veux la développer comme étant notre propre culture. Ça part de là. Puis on oublie ça parce qu'on est rendu dans des réserves, on est rendu dans les villes, on est rendu à l'école, on travaille, on a des enfants, il faut les envoyer à l'école. On se perd dans une spirale de la colonisation. Mais quand je suis dans le territoire, je ne suis pas colonisée. Je suis moi en partant. Donc, vous parliez de ça tantôt, puis je pense que vous avez de la misère à le formuler, mais pour moi, je ne suis pas colonisée quand je suis en territoire. Je suis Innu, je suis ce que mes grands-parents m'ont montré. Je vais en territoire depuis que j'ai l'âge de 4 ans. Et depuis que je suis à l'école, j'y vais quasiment une fois ou 2 ans, des fois. Ça peut prendre 8 ans avant que je retourne dans un territoire, ce que mes arrière-grands-parents m'ont amené. C'est là que j'ai été élevée. Ça m'a pris 8 ans avant de retourner. C'est sûr que je vais un peu partout, je vais dans d'autres territoires, mais le fait de retourner chez soi, c'est difficile. Puis j'aimerais savoir, quelle est ton impression là-dessus sur comment ramener ça
comment ramener les gens à avoir une relation avec leur propre territoire, avec les traditionalistes, puis le mettre en institution, c'est... Tu sais, même moi, j'essaie d'y penser, puis en même temps, je me dis, toi, tu es rendu un peu plus loin, fait que tu pourrais peut-être m'éclairer sur des pistes de recherche ou, tu sais, vers où me concentrer, vu que tu es élu au conseil aussi. Est-ce que c'est une bonne idée de s'installer dans le conseil de bande parce qu'on sait qu'une fois que tu es installé, c'est difficile de sortir de là après. Là. Moi, je veux le plus possible rester en territoire, vivre là. Ma maison est là, mes enfants pourront rester là. Fait as-tu des pistes à me donner? Il y a la réappropriation culturelle qu'on parle souvent. On sait que notre identité culturelle, on vient du territoire de Notimic. C'est là que notre sang coule. Puis je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Moi-même, comme j'ai dit plus tôt, je suis aussi en conflit philosophique et politique avec mon titre de conseiller dans un conseil de bande. Puis moi, je crois qu'avec ce que je suis en train de faire comme recherche, puis les rencontres que j'ai avec les aînés, avec les femmes, avec les jeunes, ils me disent l'importance de se reconnecter avec notre environnement, avec notre territoire. Pour ça, c'est en pratiquant les activités traditionnelles comme la chasse, la cueillette des plantes médicinales, la pratique des cérémonies, la spiritualité, tout ça. Il faut respecter qui nous sommes. Il faut respecter avec qui on interagit. Mais c'est vrai qu'il y a des enjeux politiques sur le territoire aussi parce que certains voient l'argent là, les ressources naturelles. C'est même pas la même conception que les traditionalistes ont envers le territoire. Il y a un clash ici. Puis, comment on peut concilier ces pratiques-là aussi? Parce que d'un côté, il faut d'autres puis d'autres dire il faut protéger l'environnement, il faut protéger le territoire pour l'avenir de nos jeunes. C'est encore deux discours qui sont polarisants dans nos communautés, puis je le vis aussi en tant qu'élu, jeune élu. C'est pas une question facile à régler parce que les services publics, c'est quelque chose d'urbain. Puis comme Sue disait, quand on a des enfants, il faut qu'ils aillent à l'école. C'est pas facile d'offrir des services publics quand on a une population qui est diffusée sur un immense territoire. Il faut des regroupements, il faut des... Mais là où il y a un enjeu, moi je trouve avec les Atikamekw en particulier, c'est que l'identité est tellement forte dans le Nitassinan, dans le territoire où la population est quand même éparse. Là. On ne vit pas du tout un sur l'autre. Puis ça fait partie de l'identité, c'est très, très fort. Alors puis c'est un peu la même chose, je pense, avec les Inuits, avec les Anishinaabe, où on se demande un peu qui on est quand on déménage en ville. Puis ça c'est un enjeu qu'on a vu souvent chez les étudiants à Kiuna. Je voudrais passer la parole à Karen, à Pinette Fontaine. Est-ce que vous êtes là, Karen? Allô, oui, Sylvie. Oui. C'est juste pour avoir aussi, quand on parle beaucoup d'échanges et tout, et je voulais savoir, ce serait quoi, quand, de votre expérience, quand vous faites des échanges et tout, pendant, je sais pas, des conférences, des colloques, n'importe quoi, par exemple, quand vous repartez, par exemple, genre quand c'est fini, le séjour là et tout, avec d'autres communautés, d'autres, ou sinon avec des Autochtones et tout, qu'est-ce que, quand vous ressortez de là, avez-vous comme un sentiment un sentiment de peut-être modifier ces échanges-là, comme on va dire, comme vous avez l'impression
il manquait de quoi dans cet échange-là? Qu'est-ce que vous auriez aimé? Qu'est-ce que vous auriez aimé qui se passe de plus et tout? Genre, des fois, c'est ça que je veux savoir, là, si ces conversations-là, vous souhaiteriez qu'ils soient d'une autre manière, ou je sais pas, là. Mhm. Ben, c'est dans mes rencontres avec les aînés, avec les gens ici, puis même dans des colloques, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations qui passent. Puis souvent, on parle de Atsukan. Atsukan, ça veut dire histoire dans la langue atikamekw. Mais Atsukan aussi, c'est s'imprégner de ces connaissances-là, de ces savoirs-là. Puis comment s'imprégner, comment utiliser de cette histoire-là, de ces histoires, de ces contes. Oui, il y a beaucoup de choses que j'apprends aussi quand je vais ailleurs. Comme je suis allé souvent en Amérique du Sud, j'ai rencontré des Mapuche là-bas, puis eux autres, ils m'ont transmis leur manière de voir le monde, leur manière de travailler, leur manière de voir la politique, leur relation avec le gouvernement. Je comprends qu'ici, nous sommes dans un régime parlementaire fédéral, puis les autres, les Mapuche, sont dans un régime républicain fédéré qui est un enjeu complexe. Ça, c'est une autre histoire. Mais comment utiliser ces savoirs-là, c'est vraiment, il faut reconnaître chaque partie de ces histoires-là. Comment ces histoires-là peuvent nous influencer dans notre manière d'être, dans notre manière de penser. Comment on peut véhiculer leur savoir pour faire connaître leur réalité dans notre propre réalité, dans notre propre environnement. Il y a aussi des partages qu'on fait, par exemple ici sur Zoom avec cette semaine. Ça va être une bonne échange, une bonne partage qu'on va avoir avec des étudiants de Kiona, avec d'autres conférenciers. C'est aussi de cette manière-là qu'on va faire changer notre manière d'être, notre approche aussi, comment travailler avec les autres. C'est ce que je peux dire. Est-ce que ça va, Karen? Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah non, j'avais fini. Ok, c'est bon. On avait une question écrite ici, un suivi de M. Van der Maren, qui nous avait parlé tantôt d'Alain Deneau et des définitions de la colonisation. Mais ne faut-il pas faire attention à ce que, en prenant pied dans une modernité libérale, les colonisés ne risquent-ils pas de devenir des colons sur leur propre terre, colons au bénéfice des entreprises extractives internationales, les multinationales? Vous voyez, bon, on se comprend, je pense qu'on a compris la question. Puis c'est vrai un peu, je veux dire, aussi des Québécois, là, je veux dire, est-ce que si je peux juste faire une petite parenthèse ici, là, parce que Deneau, c'est un Québécois, les Québécois se plaignent d'être des colons colonisés. Hein? Puis on agit souvent de ce temps-là, les Québécois, moins en colonisés et plus en colons. Parce qu'on a réussi à s'affranchir de beaucoup d'Ottawa. Je veux dire, le Québec en général, avec l'Assemblée nationale, a réussi à s'affranchir beaucoup en créant ces institutions, la Caisse de dépôt, Hydro-Québec, etc., etc. Et puis là, on occupe beaucoup le territoire, plus que jamais. Et puis, je voyais justement ce matin là, sur Facebook une famille à Atikamekw dont le nom m'échappe, mais qui se plaint de ne pas avoir accès à ces territoires de chasse depuis au moins 3 ans parce qu'une compagnie forestière a bloqué les chemins. Et puis donc, c'est réel. Là, c'est vraiment... ça, c'est agir en colon. Je veux dire, c'est agir en occupant
du territoire, qui agrandit sa colonie, qui exploite les ressources naturelles. Est-ce qu'il y a un danger que les Autochtones prennent ce rôle-là au détriment, justement, des valeurs traditionnelles et puis de l'utilisation traditionnelle du territoire? Il y a beaucoup d'influence là-dessus partout. C'est d'un côté, on parle de développement économique, des pénuries du logement, des manques au niveau des ressources humaines, des ressources qui puissent travailler. C'est des discours de même qu'on entend souvent dans les communautés. Les gens veulent travailler, les gens des communautés veulent travailler, mais ils ne veulent pas nécessairement laisser de côté leur territoire, la destruction de leur territoire. Puis je pense que pour ça, il faut, je vais revenir dans mon projet de recherche de maîtrise, il faut mettre en valeur la philosophie politique autochtone. Avec ça, on peut mieux défendre quelle partie du territoire, quelle faune, quelle végétation doit être protégée. On parle de développement durable, mais le développement durable, pas dans le sens sur le développement économique, mais développement durable dans le sens comment on doit protéger notre territoire. C'est vrai que je sais qu'un de nos jeunes a réfléchi là-dessus. Ce n'est pas au conseil de bande nécessairement qui devra négocier avec les compagnies. C'est les chefs héréditaires, les chefs de famille qui sont ancrés au territoire. C'est une bonne réflexion à faire. Donc, c'est au niveau politique, c'est un enjeu qu'on rencontre. Ça prend quand même un cadre politique clair parce que, par exemple, vous parlez des chefs familiaux. Dans les relations économiques, par exemple, une entreprise qui fait de l'exploration minière, si le projet est dans la baie James, dans USG, c'est très clair qu'il y a des lignes de trappe, puis il y a des familles, puis il faut absolument que ces gens-là soient non seulement consentés, excusez. C'est un lapsus. Que ces gens-là, qu'ils soient consultés et qu'on obtienne leur consentement. Vous voyez, j'avais mélangé les deux mots. Mais souvent, ils obtiennent des contrats de surveillance des équipements quand les compagnies ne sont pas là, ils laissent un container, 2 containers d'équipement, ils ne veulent pas que ce soit volé ou que ce soit brisé. Donc, il y a des ententes. Et puis, si ça fait l'affaire des gens, ben, c'est correct. Si ça ne fait pas leur affaire, ben là, ça ne se passe pas. Mais tout ça, c'est conventionné. C'est dans la Convention de la baie James et toutes les autres ententes qui suivent. Et puis là, justement, ce qui manque dans le Moyen-Nord, entre la ligne des eaux puis mettons Joliette, là, c'est une entente justement qui ferait en sorte que ces relations-là sont codées puis qui sont que c'est clair pour n'importe quelle entreprise qui vient faire des affaires, c'est quoi les règles, à qui je parle, comment je parle, nanana. Encore là, on revient avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. C'est vraiment important que les gouvernements adoptent cette déclaration comme une loi. C'est avec cet instrument-là qu'on va pouvoir mieux définir, mieux négocier les termes avec les communautés autochtones et les gouvernements. Mais aujourd'hui, avec le gouvernement qu'on a présentement, il veut pas reconnaître cette déclaration, mais il reconnaît en tant que principe, mais un principe, c'est un principe. Il faut une loi pour mettre en pratique cette déclaration-là.
Surtout que lorsqu'on parle du consentement préalable, libre et éclairé, il y a une compréhension là-dedans du gouvernement comme quoi c'est un veto pour les Autochtones. Alors que c'est les Autochtones qui devraient définir comment on devrait travailler sur le territoire, comment extraire les ressources, entre guillemets, comment protéger l'environnement. Donc, c'est plus qu'un veto. C'est pas moins qu'un veto, c'est plus ça. J'ai Sue qui veut poser une autre question. J'ai Miguel aussi qui veut poser une autre question. Je vais passer la parole à Sue. Oui, moi, justement, tu parlais, genre, il y a un développement durable et économique. Ben, moi, justement, je fais un travail sur le développement durable écologique. C'est l'autre branche. Puis, j'ai cherché sur autochtone. Il n'y en a pas. OK? Il n'y en a vraiment pas. Puis, comme je te dis, je suis vraiment en lien avec le territoire. Puis, j'y vais souvent. Avec ma famille aussi, on est proches, comme je te dis, avec ma grand-mère aussi qui a travaillé beaucoup avec la Cour suprême et tout. Fait que là, moi, je me disais, est-ce que ça aiderait beaucoup si on pourrait mettre ça en dehors du conseil puis faire un développement durable écologique avec les traditionnalistes qui pourraient peut-être être plus en valeur avec nos principes, avec la façon de monter, puis peut-être l'information aussi serait plus protégée parce que veux pas, c'est une guerre informatique d'information avec le gouvernement, puis on ne veut pas trop divulguer, les traditionnistes ne veulent pas trop divulguer. Fait que je me dis, si on se mettrait ensemble pour avoir notre propre bureau d'un développement écologique sur comment on décide à qui les ressources, à qui on peut l'exploiter, mais pas tant. Tu sais, genre, moi je suis comme un peu là-dedans, là. Fait que là, c'est comme difficile d'avoir des ressources, mais à quelque part, est-ce que tu crois qu'il faudrait le dissocier du conseil de banque? J'ai parlé sur un projet similaire là-dessus avec certains d'autres chercheurs autochtones, puis ça serait bien de mettre une instance autochtone sur l'écologie, sur la biodiversité. Comment, puis cette instance-là pourrait être de l'instance privilégiée pour les communautés autochtones, les conseils de bande et les gouvernements à travailler ensemble sur la mise en valeur des savoirs politiques, des savoirs environnement, biologiques, parce qu'on sait que les aînés connaissent bien leur environnement, ils connaissent les animaux, ils connaissent l'évolution de leur territoire. Puis il faut protéger, oui, donc avec cette instance-là, pourrait protéger ces savoirs-là, mais aussi faciliter les communications avec les gouvernements. Puis je te conseille fortement de développer ce projet-là. Justement, mon but après, c'est d'aller en environnement à l'université, puis l'archéologie aussi. Fait que c'est comme avec l'histoire puis l'environnement, je pense que je peux faire un bon mélange. Là. Mais c'est ça, je me dis, je veux pas trop être dans le conseil de banque parce que ça joue beaucoup, mais à quelque part, avoir des partenariats avec le conseil de banque, ça, comme tu dis, ça sera un enjeu de s'informer entre nous autres, mais de garder l'information parce que les traditionnalistes sont très réticents à donner des informations. Puis souvent, c'est quand je commence à leur parler que je viens de où, puis enfin, c'est là ils vont me parler, OK, il y a ça, il y a ça. Tu sais, mais ils vont pas tout le dire à tout le monde. On dirait qu'ils vont comme cibler des personnes. Et je me dis, il faudrait trouver un moyen qu'on puisse avoir toute l'information, mais contrôlée. Puis avec, il y a le PCEP aussi, ouais. La propriété intellectuelle autochtone. Oui, je suis en train de voir ça. Puis aussi avec le droit des Nations Unies. Pourquoi aussi le Canada ne veut pas s'y conformer. Ça aussi, on dirait que c'est une affaire avec la souveraineté du territoire encore là, je pense. Puis je trouve qu'on n'a pas assez de choses développées dans le territoire. Comme des bureaux écologiques. Bon, moi, je veux savoir combien de castors là-bas. Les chasses sportives qui nous balancent tout le temps à dire qu'on n'a pas d'informations sur eux autres, quoi qu'ils font. Fait que là, on a comme de manque d'informations. Puis je me dis que ça pourrait plus protéger nos territoires. Puis en plus de ça, on a tellement d'informations qu'en cours, on est en train de gagner de plus en plus. Mais c'est ça, c'est
on est en train de comme, c'est dire, il y a du monde encore, mais de plus en plus, ça se vide. Puis c'est ça que je trouve le plus dangereux. C'est comment ramener ces gens-là de l'autre sens. Puis comme je te dis, avec le conseil de bande, la relation du territoire, comment on peut l'amener à pencher plus de ce côté-là. Puis c'est pour ça que je suis allée plus dans le développement durable écologique, mais je ne peux pas rentrer le conseil de bande dedans, genre, parce que sinon, ça brise un peu nos valeurs, genre. Mais je dirais qu'en partenariat avec la politique, tu sais, ça serait la modernité avec les traditionalistes, ça serait un bon mélange ensemble. Oui, effectivement. Ok, moi, c'était ça. C'est un projet qu'il faut aller de l'avant avec. Il y a même au niveau international, il y aurait quelque chose à faire là-dessus avec des organismes autochtones, tant en Amérique du Sud, Nouvelle-Zélande, même chez les aborigènes en Australie. Donc, Sue, on va s'en reparler, c'est certain. Il y a l'Institut de développement durable aussi, qui est un organisme lié à l'Assemblée Première Nation de Québec-Labrador. Donc, il y a ça aussi là, qui pourrait peut-être aider avec la recherche. Miguel et ensuite Nathan. Ouais, je vais juste faire un petit commentaire par rapport à la compétence exclusive des conseils de bande. Il ne faut pas oublier que le conseil de bande a été créé selon la loi sur les Indiens. La loi sur les Indiens a été élaborée par le fédéral selon leurs compétences constitutionnelles, 91-24 si je ne me trompe pas. Et ça dit que conseil de bande, il y a seulement juridiction à l'intérieur de la réserve. Et on ne parle pas de l'extérieur du territoire ancestraux. Là. Et il y a toute cette nuance qu'on devrait aussi démystifier, je dirais. Qui a réellement compétence de conclure des ERA dans le territoire ancestral? C'est-tu les conseils de bande? C'est-tu les chefs, les familles traditionnelles? C'est-tu les... je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Puis aussi, je voudrais aussi faire un petit commentaire par rapport à la question de Jean-Marie Van der Maden. Il parle de les coloniser, ne risque-t-il pas de devenir des colons sur leur propre terre? J'avais déjà entendu cette question-là, du fait que la plupart pas des chercheurs, mais comme des analystes, ils disaient que le fait de reconnaître les chefs héréditaires, leurs compétences en matière de consultation sur le territoire ancestral, cela, il y a comme ça provoque une conséquence. Le risque, les conséquences qu'il peut engendrer, c'est le fait que les entreprises extractives, les entreprises internationales vont se tourner vers comme le chef de territoire. Puis, ils vont déposer de l'argent. Ils vont dire, OK, on va te donner un certain montant, puis le reste, ben, on veut avoir votre territoire, on veut exploiter votre territoire. Puis, et ça, c'est une conséquence de la reconnaissance de l'obligation du fiduciaire de la part du gouvernement. Il faut comprendre ici que les droits ancestraux ils ont été beaucoup balisés par les jugements de la Cour suprême. Cela a fait en sorte que, au tout début, en 1800 ou dans les années 1900, les droits ancestraux étaient larges. Puis à force d'avoir des jugements, les droits ancestraux, ça rétrécit. Puis, ouais, ça provoque comme un effet d'entonnoir. Et la plupart de ces définitions, de ces conditions de reconnaissance de droits ancestraux a été définies par les juges non autochtones. Okay? C'est ça aussi que ça provoque comme je ne sais pas comment dire ça, un effet. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est ça mon commentaire.
Juste une clarification, Miguel. Tantôt, tu as fait référence au ERA. Peux-tu clarifier ce que ça veut dire pour tout le monde? Entente de répercussion et avantage. En fait, les ERA, je ne sais pas si tu connais ça, c'est bien. Oui. ERA, c'est une entente répercussion et avantage ou IB, Impact Benefits Agreement. C'est une politique qui a été mise en place par le gouvernement pour faciliter les communications, les échanges entre les Autochtones et les entreprises d'extraction des ressources naturelles. Avec ces ententes-là, des IBA, il y a des bénéfices, on parle de bénéfices là-dedans, des avantages comme l'employabilité, les formations, même les fonds qui peuvent aller dans la communauté pour le développement, tout ça. Puis, mais c'est au niveau des impacts aussi, comment c'est un peu genre la loi de l'offre et de la demande. Comment on doit s'accorder avec l'entreprise extractive sur les ressources naturelles qu'il veut extraire pour faire du développement avec ça. C'est un peu ça, l'IB, les ERA. En fait, c'est un sous-concept de l'obligation. C'est un sous-concept de l'accommodement consultation, si je ne me trompe pas. Ça provient de là, en tout cas. Mm-hmm. C'est une source de revenus aussi pour certaines communautés qui ont un projet majeur, pas dans la réserve, mais dans les alentours de la réserve, si c'est un territoire qui est non cédé. Comme par exemple, quand la romaine a été faite, il y a des ARA qui ont été signés avec presque toutes les communautés Innu. Donc, ça apparaît dans les états financiers des communautés autochtones comme étant un poste de revenu. Mais Ouais. comme vous le dites, Sipi, ça implique aussi une entente qui peut avoir d'autres ramifications là, sur l'emploi, sur l'environnement, etc. Mm-hmm. C'est ça, un ERA. Puis Manawan est en train de négocier là-dessus aussi avec une compagnie minière qui est en train de se développer, mais on est encore loin. On est encore loin pour que ce projet-là puisse voir le jour. OK. Nathan, si vous avez une question? J'ai deux questions. Tu sais, comme l'avait dit Miguel Coco, juste quelques minutes avant. C'est quoi déjà ce que vous avez dit, les trois lettres? ERA. C'est ça, le ERA. Tu sais, ça, comme on dit, ça peut être bénéfique pour les communautés autochtones. Cependant, je ne sais pas exactement comment ça se passe, OK, durant la signature du contrat, mais j'imagine qu'il y aura des superviseurs autochtones pour veiller à ce qu'aucun dommage, aucun dégât envers l'environnement soit causé. Généralement, c'est ça qui est discuté dans les négociations des ententes, répercussions et avantages. Même dans l'Ouest, il y a beaucoup de ERA qui ont été signés, puis ils ont mis en place l'importance d'impliquer les aînés sur l'observation de l'environnement pour pas qu'il y ait plus d'impact que ce qui devrait être. Comment faire l'évaluation aussi de l'environnement, puis comment on doit concilier l'environnement,
l'extraction des ressources et les travaux des observateurs autochtones. Je viens tout juste d'en apprendre. Là. Je viens tout juste d'apprendre c'était quoi l'ERA. Je vais aller m'informer pendant le speech. Hein, que j'ai comme posé une question de même parce que ça a traversé l'esprit. Puis ma deuxième question, c'est je vais encore appuyer sur ce qu'a dit Miguel Coco. Tu sais, les conseils de bande ont été faits sous la juridiction fédérale sur la loi sur les Indiens, tu sais. Là, je pose la question, si un jour la loi sur les Indiens est abolie, si on est affranchi de ça, si toutes les nations du Canada étaient affranchies de ça, est-ce qu'on aurait comme une autonomie gouvernementale sur la gestion du territoire, sur l'éducation et tout? Et si oui, est-ce qu'on doit revoir nos modèles gouvernementaux? Je veux dire par là d'une démocratie à une oligarchie, puisque souvent il y a des chefs de famille, des chefs de famille qui puissent eux aussi donner leur mot à dire lors des comment on dit ça, des manœuvres politiques et gouvernementales. En 1969, sous le gouvernement libéral de Pierre-Éliott Trudeau, il avait mis en place le livre blanc. C'est le livre, c'est des politiques qui voulaient changer de régime sur les Autochtones, les peuples autochtones. Donc, avec ce livre-là, avec ces politiques-là, il venait changer, il venait abolir la loi sur les Indiens, sur les réserves, sur l'administration aussi des programmes dédiés ou destinés aux Autochtones, aux communautés autochtones. Ce qui s'est passé, il y a eu des grosses contestations des communautés autochtones, surtout dans l'Ouest, dans ce cas-ci. Ils ont écrit le livre rouge avec Harold Cardinal. Puis dans ça, il disait comment on devrait travailler pour que les Autochtones puissent avoir leur autodétermination, comment on devait reconnaître leurs droits autochtones, leurs droits ancestraux. Puis en 1973, il y a aussi il y a eu comment on appelle ça, la politique sur les négociations territoriales globales qui a été mise en place. Ça, c'est encore un peu l'objectif de colonisation. Là. Mais il faut trouver une manière de changer les termes, changer les mots à notre faveur en tant qu'Autochtones. Donc, notre autodétermination doit se construire en respect à notre identité culturelle, en respect aux échanges, aux relations qu'avaient nos aînés sur le territoire. Il y a certains qui vivent encore ce type de relation avec le territoire, puis c'est ça qu'il faut le faire reconnaître. Et Miguel disait tantôt que les droits ancestraux sont en train d'être définis tout en restreignant ces droits-là. C'est un enjeu aussi qu'on rencontre quand on amène nos droits au niveau des tribunaux, au niveau juridique. Donc, selon le gouvernement, c'est mieux de négocier parce qu'il faut plus dialoguer avec les instances. Mais comment? Et comment ces gouvernements-là vont reconnaître nos traditions juridiques, nos valeurs, notre manière de concevoir l'autodétermination, puis notre propre autonomie gouvernementale. Voilà.
Voilà. Miigwech, Miigwech. oui. C'est une grande question, hein? Donc, mais c'est très intéressant de voir l'intérêt des gens, de voir les questions des gens. Je vous remercie beaucoup pour vos questions. Pour ceux qui voulaient en savoir plus sur les ententes, sur les répercussions et les avantages, les ERA, j'ai mis un lien dans le chat là, de l'Institut de développement durable des Premières Nations Québec-Labrador. Donc, ça, c'est une espèce de groupe de consultation qui a des experts pour toutes sortes de projets, puis ils ont, entre autres, un centre d'expertise sur les ERA. Donc, si vous avez des questions là-dessus, là, vous pouvez aller voir ça. Mais je pense que si on veut vraiment le détail, il faut aller voir la communauté. Il faut aller voir chaque communauté individuellement parce que c'est eux, au niveau du conseil de vente, qui ont signé ces fameux ERA. Même ces RIA, dans ceux que je connais, dans ce que j'ai vu, dans ce que j'ai pu entendre aussi, vu dans les documents, dans les ouvrages, ces ententes-là sont considérées confidentielles. Donc, ça serait mieux, ça serait bien que ces ententes-là soient rendues publiques pour que les communautés à l'interne, même au niveau des partages des territoires, parce qu'on partage nos territoires avec d'autres nations, comme les territoires chevauchés. Et il faut connaître aussi c'est quel type d'entente que certaines communautés ont signé. Je pense que ça serait bénéfique pour tous. En tout cas, ce sont de grandes questions. Je pense qu'on a pas mal fait le tour pour aujourd'hui. Je voulais remercier tout le monde d'avoir écouté, d'avoir participé. Je voulais remercier Sipi Flamand pour avoir été là. C'était très, très, très intéressant. Et entre-temps, je vous souhaite une bonne fin de journée à tout le monde. Et puis, merci encore à M. Flamand pour sa présentation. Miigwech tout le monde.